Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'Oise, splendide département des Hauts-de-France, situé à moins d'1 heure de Paris. Célèbre pour ses immenses forêts, ce petit coin de paradis est aussi réputé pour son patrimoine architectural flamboyant, entre châteaux de contes de fées et cathédrales en dentelle de pierre. Moi, ça faisait longtemps que je n'étais pas monté ici, mais alors à chaque fois, la vue, on s'en prend plein les yeux. C'est autour de Chantilly que commencera notre voyage. Un écrin minéral remarquable dont nous vous dévoilerons quelques-uns des plus précieux bijoux. Un diamant rose. C'est un vrai diamant. Puis nous rayonnerons autour de Gerberoy, classé à juste titre parmi les plus beaux villages de France, avec ses ruelles pavées superbement conservées, ses façades somptueuses et ses jardins romantiques. Je pourrais épater mes amis avec tout ce que je sais maintenant. Enfin, nous visiterons l'impressionnant château de Pierrefonds et ses alentours, dont le charme et l'histoire ne manqueront pas de vous séduire. Ce pays aux trésors insoupçonnés, c'est bien sûr en compagnie d'hommes et de femmes passionnés, fiers de leur patrimoine et de leurs traditions, que nous allons les parcourir. Venez voir, prenez du recul, c'est de l'ordre du Guinness Book. Notre escapade en terre isarienne commence au sud du département, dans le magnifique parc du château de Chantilly. Lorsque l'on découvre la splendeur de cet imposant monument pour la première fois, difficile d'imaginer que le site fut entièrement rasé pendant la Révolution française. Le château actuel date du 19e siècle. Il abrite l'une des plus belles collections de peintures et d'objets d'art jamais rassemblées en France. C'est en compagnie de Frédéric Nancel que nous allons découvrir ce joyau d'architecture. Cet amoureux de Chantilly a passé une grande partie de sa vie professionnelle à en promouvoir le patrimoine exceptionnel. La première chose qui frappe lorsque l'on pénètre dans l'enceinte du château, c'est son parfait état de conservation. Et pour cause, puisqu'il figure parmi les derniers construits en France en 1864. Après avoir passé sa vie à rassembler peintures, dessins ou livres admirables, son propriétaire, le duc d'Aumale, souhaitait leur offrir le plus beau des écrins. Lorsqu'elle commence une visite, Nicole Garnier, conservatrice du château, n'oublie jamais de lui rendre hommage. Le duc d'Aumale, Henri d'Orléans, notre donateur, l'homme qui a tout fait à Chantilly. Donc le 5e fils du roi Louis-Philippe, le fils du dernier roi des Français, qui a fait de bonnes études classiques au lycée Henri IV, qui ensuite a embrassé la carrière militaire. Et il a hérité à l'âge de 8 ans du domaine de Chantilly. Et on me dit que quand on passe devant, il faut toujours dire « Bonjour, monseigneur ». Absolument, c'est ce que nous faisons tous les matins. Voilà, écoute, je te laisse me guider. Allons-y.
À sa mort, le duc d'Aumale, qui était également prince de Condé, a légué toutes ses collections à l'Institut de France, à une seule condition, qu'elles restent rassemblées ici, sous le nom de Musée Condé. Et c'est naturellement par la pièce maîtresse du musée que Frédéric et Nicole commencent leur visite. C'est le cœur du musée Condé, le cœur du château de Chantilly avec l'extraordinaire collection de tableaux. Mais écoute, ils sont tous les uns sur les autres. Alors ça, c'est l'accrochage du 19e, parce que le duc d'Aumale a souhaité qu'on ne modifie pas sa présentation. Bord à bord, à touche-touche. L'un de ces tableaux, Le déjeuner d'huîtres à la cour de Louis XV, signé Jean-François de Troyes, nous raconte une anecdote amusante de l'histoire de France. Mais encore faut-il avoir de bons yeux pour le voir. Pourquoi ils regardent tous en l'air? Ben regarde, celui de regard des domestiques à l'arrière-plan. Il y a un point plus brillant, le bouchon du champagne. Donc c'est la première fois qu'on a du vin de champagne à la cour du roi? Absolument. Incroyable. Est-ce que tu as un autre tableau à... Alors il y a un tableau célèbre, c'est la Madone de Lorette de Raphaël. L'histoire étonnante de ce tableau, certainement la plus belle œuvre de la galerie, ferait rêver bien des collectionneurs. Le tableau était très célèbre à son époque. Il ornait l'église Sainte-Marie-du-Peuple à Rome. Il y en a 124 copies rien que dans les musées publics, sans parler des copies en main privée. Donc on pensait que c'était une de ces copies. Et pas du tout, c'était un original. C'est extraordinaire de découvrir un Raphaël alors que tu pensais avoir un autre tableau. C'est encore un trésor de Chantilly. Encore un des trésors de Chantilly. Qu'est-ce que c'est beau d'ici. Oui, il y a une très belle vue sur la galerie de peinture. Ah ouais. Si le château de Chantilly doit sa réputation à ses collections d'œuvres d'art, c'était autrefois un lieu de vie prestigieux, au décor grandiose, dont certains sont toujours visibles au cœur du monument. Nous sommes dans les grands appartements des princes de Condé. C'est un appartement classique, il y a une chambre, un bureau et une antichambre. À elle seule, cette antichambre, surnommée la Grande Singerie, témoigne du luxe incroyable dans lequel vivaient les Condé, qui se faisaient un devoir d'impressionner leurs visiteurs. La plus belle pièce du grand appartement, tu vois. Wow. Un décor avec des Chinois et des singes, parce que le singe est un animal exotique au XVIIIe siècle. D'accord. Et donc, la France est fascinée par les arts de l'Asie. Là, tu as l'Amérique avec cette dame qui a des plumes rouges sur la tête, c'est un peu l'indienne. Ici, tu as l'Asie avec ce magot chinois. Là, tu as l'Europe. Et là, l'image que la France a au début du XVIIIe siècle de l'Afrique du Nord avec ce personnage. C'était ici un cabinet pour inviter au voyage ou c'était pour raconter des histoires? C'était plutôt une antichambre. C'était l'antichambre de l'appartement du prince de Condé, après la galerie où déambulaient les courtisans, les invités. Et puis on attendait de passer dans le bureau du prince. Et donc il y avait un décor amusant. Frédéric et Nicole poursuivent maintenant leur visite vers une autre pièce majeure du château de Chantilly, où le duc d'Aumale se consacrait à son péché mignon, la littérature. C'est la bibliothèque du duc d'Aumale qui était un bibliophile de très bonne heure. À moins de 26 ans, il dit « je crois que je suis atteint de bibliomanie ». Ici, par exemple, tu as les très riches heures du duc de Berry. On dit peut-être le plus beau manuscrit du monde. La Joconde des manuscrits. Absolument. Et le duc d'Aumale a lu tous ces livres ou Il les a tous catalogués, tout au moins. Combien as-tu de livres ici? Alors, il y a 30 000 livres dans la bibliothèque de Chantilly, 30 000 livres anciens. Tu as ce qu'il faut pour lire au coin du feu l'hiver. 10 visites ne suffiraient pas à découvrir tous les trésors que renferme cette bibliothèque extraordinaire. Et comme Nicole connaît la passion de Frédéric pour le patrimoine cantilien, elle lui a réservé une dernière surprise qui se trouve dans une partie de la bibliothèque inaccessible au public. Waouh! Pourquoi ça s'appelle bibliothèque du théâtre? C'était un théâtre au temps des princes de Condé, au début du XIXe siècle. Tous les trésors, les dessins, tout a été réuni ici par le duc d'Aumale. Alors voilà, donc des objets tout à fait extraordinaires. On a ce qu'on appelle le Grand Condé, c'est-à-dire un diamant rose porté par le Grand Condé sur le pommeau de sa canne. Ce diamant nous a été volé en 1926 et au bout de 3 mois, le diamant a été retrouvé caché dans une pomme.
Et une femme de chambre dans un hôtel a trouvé la pomme, s'est cassé une dent sur la pomme et sur le Ça, diamant. c'est un vrai diamant? C'est un vrai diamant. Et tu crois que je peux le tenir? Ouais, tiens. Ah, c'est hyper léger, dis Ah donc. bah oui. Oh là là. Donc, je tiens un diamant 9 carats. Oh, c'est une belle poire hein, quand même. Hein. C'est un diamant taillé en C'est poire, effectivement. extraordinaire. Et alors, vous le présentez jamais au public? Alors depuis 1926, on l'a jamais présenté. Je le laisse parce que... On va le remettre dans son écran. Et voilà. Qui sait, peut-être le Grand Condé sera-t-il à nouveau exposé au public lorsque vous viendrez découvrir les merveilles de Chantilly. En attendant, Frédéric veut maintenant nous dévoiler les coulisses de l'imposant décor de ce château. Car ce que les visiteurs ignorent, c'est que les pierres de taille qui ont servi à son édification proviennent de gigantesques carrières situées tout près de là, à une vingtaine de mètres sous terre. Des carrières à qui l'on doit d'ailleurs de très nombreux monuments de la région parisienne, comme va le lui révéler Farah Ponchot, médiatrice culturelle passionnée par ce monde souterrain méconnu. Quel type de monument vous avez pu construire avec cette pierre? Alors d'abord le Paris haussmannien à 70%, ensuite une partie de l'Opéra Garnier, la Tour Saint-Jacques aussi, donc pas mal d'édifices assez connus. Et je croyais aussi que les arènes de Senlis ont été construites avec cette pierre. Tout à fait. Alors ici Frédéric, il y a 45 millions d'années, on avait ici une mer tropicale. Et lorsque les montagnes vont sortir de terre, notamment les Alpes, cette mer va se déplacer et tout ce qu'elle contient, tous les sédiments marins vont se compresser et ça va former la roche qu'on retrouve aujourd'hui partout dans cette carrière. La protubérance que Frédéric éclaire avec le faisceau de sa torche est l'une des nombreuses traces de ces millions d'années d'évolution. On a l'impression que c'est un immense berlingot avec un peu de crème chantilly au top. Non, c'était quoi? C'était un énorme escargot? C'est quoi comme... C'est ça, une sorte d'escargot des mers. La carrière dans laquelle déambulent Frédéric et Farah forme un immense dédale de galeries dont les dimensions impressionnantes permettent d'imaginer les millions de mètres cubes de pierre qui furent extraits pour bâtir en surface. Et ce travail de forçat, c'était celui des carriers. Alors Frédéric, nous sommes ici dans un chantier d'extraction typique. Un outil très important, c'est le pic. Donc le pic de carrier pouvait peser entre 4 à 8 kilos. Et imaginez 10 à 17 heures de travail par jour avec cet outil-là. Il servait à entailler la roche. Donc les carriers, ils faisaient une première entaille, comme cela. Ensuite, c'est à l'aide de ces tiges d'acier de plus d'1,50 m de long, surnommées les aiguilles, que les carriers opéraient. Bon, Farah, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment on fait pour rentrer dans un bloc avec une lance alors que c'est dur? Alors justement, Frédéric, regardez, la pierre est très très friable. J'enfonce mes doigts dans la roche. Mais alors, comment on pouvait faire des édifices avec de la roche friable comme ça? C'est incroyable. Alors c'est un phénomène très étonnant aussi, puisqu'en fait la roche reste très friable à l'intérieur. Mais une fois qu'on sort le bloc de pierre à l'extérieur, il durcit très rapidement grâce au contact de l'air. Mais avant de sortir les moellons au grand jour, il fallait les découper proprement. Une étape, elle aussi très physique, comme Frédéric va s'en rendre compte. On va devoir tirer à tour de rôle, je vais commencer. Ah oui, c'est... Ouf! Voilà. Farah, c'est impressionnant. Quand je pense à ces milliers de carriers qui ont passé la moitié de leur vie ici, je suis très ému, Farah, parce que maintenant je vais voir les monuments en surface complètement différemment. Parmi ces monuments cantiliens, que Frédéric verra désormais autrement, se trouvent les grandes écuries du château, célèbres dans le monde entier. Au XIXe siècle, elle accueillait jusqu'à 240 chevaux pour les chasses à courre du duc d'Aumale. Ce dernier en était si fier qu'il aimait y organiser de mémorables banquets. C'est ce qui explique que la ville soit aujourd'hui encore considérée comme un temple du cheval. Une tradition ancestrale que Frédéric voulait aborder d'une façon originale, en s'initiant à une discipline singulière, l'attelage de compétition. Et c'est Anne-Violaine Brizou, vice-championne du monde, qui va lui en apprendre les règles. Pour
monter, tu vas mettre un pied sur la partie qui est devant toi, une main ici. D'accord. Et puis, et normalement, Voilà. ça doit marcher. Et je Tu tire... tires pas sur la queue du je tire cheval. pas la queue du cheval. Il est très sympa, mais ça a des limites. D'accord, non, parce que ça... T'as envie quand même, hein. Voilà. 0, prêt, marcher. Hop. Ouais, là, tu me bats, là, parce que j'ai essayé, mais... Ouais, mais c'est la voix de son maître. La compétition d'attelage est une discipline très technique qui cumule 3 épreuves de vitesse, d'endurance et de maniabilité. Pour cette première approche, Anne Violaine a choisi un entraînement de maniabilité. Là, on voit les cônes, là, et ça consiste en quoi, cet exercice? Alors là, du coup, l'objectif, c'est d'arriver à passer dans des cônes. Il y a une balle qui est dessus et chaque balle qui tombe nous coûte 3 points de pénalité en compétition. Tu peux pas trouver un système pour coller les balles aux cônes? On y a pensé, mais c'est pas très réglementaire. D'accord, donc c'est de la maniabilité, c'est aussi de la précision Voilà. et de la rapidité. Et de la rapidité. Diriger une calèche au cordeau à grande vitesse est assez périlleux. Une erreur et le cheval peut se blesser et la calèche se renverser. Galop. Ah oui, là, dans le virage, c'est un peu... Je m'attrape à toi ou quoi? Non, ça serait mieux que non. Oh. Avec mon fouet qui le touche, là, je lui dis va par là, va par là. En fait, ça m'aide. Et inversement, si je mets de l'autre côté mon fouet, ça peut lui indiquer, hop, tu vois, qu'il doit partir par là et zigzaguer comme ça. Et après, je peux lui dire d'avancer, hop. Voilà. Pour un passionné de patrimoine comme Frédéric, l'attelage de compétition et ses calèches d'antan sont une excellente façon de perpétuer les traditions. À ses yeux, tout ce qui permet de valoriser l'histoire de l'Oise est le bienvenu. C'est d'ailleurs pour nous présenter une initiative originale qu'il nous emmène maintenant à Senlis, tout près de Chantilly. Ici, le monument le plus célèbre, c'est bien sûr la superbe cathédrale, chef-d'œuvre de l'art gothique des XIIe et XIIIe siècles. Mais ce que l'on sait moins, c'est que Senlis abrite également de magnifiques arènes gallo-romaines du 1er siècle. Pour les valoriser davantage, Yvon Berthelot, un pâtissier de la ville, a eu l'idée d'y planter des cognaciers. Ah, t'es venu voir les futures gourmandises? Bah, surtout, je suis intéressé de voir que c'est le plus vieux verger de France, 1er siècle. Oui, les arènes. Avec les arènes. Quand vous remontez l'allée là, dans le soleil, ça valorise l'entrée des arènes qui, à mon sens, n'étaient pas mises assez en valeur. L'idée d'Yvon est en fait toute simple. Associer ce site magnifique à une toute nouvelle friandise à base de coing, baptisée le Cotignac des arènes de Senlis. Une ville, elle se fait connaître à travers ses monuments architecturaux, ses hommes célèbres et aussi par une spécialité culinaire. Et l'idée m'est venue de faire ce Cotignac. C'est une gelée de coing, comme font les grands-mères. Après, on connaîtra les arènes de Senlis grâce au Cotignac des arènes de Senlis. Mais avant ça, il faut les cueillir, les coins. Tu vas me donner un coup de main pour les mais il y a cueillir. une technique particulière? Quand ils sont mûrs, normalement, tu tournes un peu, tant qu'ils doivent tomber, voilà. Mais alors, Alors là, quand ils sont bien jaunes. d'accord, ok. Tiens, il y en a un beau là-bas, si tu veux ouais. l'attraper, toi qui es grand. Ils sont On mûrs. a là, l'impression hein. qu'il nous dit merci. Ouais. Tu vois, il nous dit T'as vu merci comme d'être il est cueilli. joli Ah, il est très joli. On va aller je suis prêt. les cuisiner maintenant. Hein. Fais voir si c'est... Oh, bah là, il y a, Ah oui, quand même. Hein. il y a que 6 kilos là, Ouais, c'est mais pas 6 lourd kilos, quand même. Bon, donc je le prends parce que je suis gentil avec toi, parce que c'est toi qui vas cuisiner. Bon. Reste à savoir à quoi ressemble ce fameux Cotignac. Pour ça, Frédéric suit Yvon jusqu'à sa pâtisserie du centre-ville. C'est là qu'il va en découvrir les secrets de fabrication. Bon alors, c'est chez toi là maintenant. Ah, oui. J'ai hâte, je suis. Allez, on va dans notre laboratoire. Alors maintenant, on va couper les coins Ouais. pour faire le jus. Tu vois, c'est très dur. Hein. Ah oui. On couvre juste d'eau, légèrement comme ça. Je vais faire chauffer ça tout doucement. Ouais. Et au bout d'1 heure et demie, je vais les mettre égoutter toute une nuit. Le lendemain, on obtient un jus sucré comme celui-ci. Ça sent très bon aussi. On est déjà en train de manger du Cotignac. Alors, maintenant, on va laisser chauffer et on va verser notre mélange sucre-pectine. Sinon, on aurait quelque chose qui serait très liquide.
Ça va comme ça ou... Parce que Ouais, là, c'est bien. là, c'est ma technique de la crème chantilly. Doucement, tu touilles doucement. Ah oui, dis donc, là, on sent quand le sucre arrive. Hein. D'un seul coup, on a une espèce de pâte avec plein de petites bulles. Oh là là, c'est la joie, c'est la fête. À 105 degrés, je dois arrêter la chaleur. La chaleur, la cuisson. Attention. Tu as calculé exactement la dose pour entrer dans ton cône. Waouh. Oh. Un peu plus quand même. Là, Ouais, parce que là, je vais... Sinon, le client va être volé. Là. Ouais. Voilà. Tu leur diras, c'est made in Frédéric. Écoute, j'ai hâte de goûter. Tu veux qu'on goûte tout ça? Ah bah oui. Voilà. Je mets ça sur une cuillère. Et puis tu manges ça en même temps. Ouais, d'accord. Non, c'est... Alors, le mélange entre le côté fabuleux, hein. sucré Fabuleux, et c'est... En bouche, c'est génial. Ouais. C'est ici que nous laissons Frédéric pour nous diriger maintenant vers une autre pépite de l'Oise, située à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Chantilly. Car les villes et châteaux en pierre de taille ne sont pas les seuls trésors du département. Il abrite aussi quelques ravissants hameaux au charme suranné, comme celui de Gerberoy. Ses vieux remparts, ses ruelles pavées à l'ancienne et ses belles maisons à colombages font de cette ancienne place forte juchée sur une petite butte une destination incontournable de toute visite en terre isarienne. C'est avec Audrey Magnan que nous allons découvrir Gerberoy. Passionnée de patrimoine, Audrey vient très souvent se promener ici avec ses amis. Mais elle connaît mal l'histoire du village et compte sur son amie guide Virginie Lanier pour lui en apprendre davantage. Alors Virginie, tu m'as donné rendez-vous devant l'hôtel de ville, hein, il me semble. Oui, tout à fait, Audrey. En fait, tu connais déjà Gerberoy ? Oui, un petit peu. Tu as déjà eu l'occasion de visiter ? Oui, voilà. Oui. Alors, voici l'hôtel de ville de Gerberoy. Tu as vu, hein, en dessous, là, c'est ce qu'on appelle les halles, qui servaient de marché couvert autrefois. Et aujourd'hui, ça a été transformé en musée communal. D'accord. Voilà. Mais c'est un très très bel édifice construit tout en briques qui date du 18e. Et tu as de particulier ces armoiries qui figurent sur le fronton de l'hôtel de ville. Hein, tu vois ce qu'elles représentent ? D'ici, oui, je pense que ce sont 3 gerbes de blé. Oui, très bonne vue. Bonne réponse. C'est ça. 3 gerbes de blé qui va donc donner le nom latin de Gerberoy, Garbarium Eudum. Et on est inscrit parmi les plus beaux villages de France depuis 1982. Et on est très fiers de ça. Oui. La butte de 80 mètres de haut sur laquelle est construit le village a longtemps été considérée comme un site stratégique, où plusieurs châteaux se sont succédés jusqu'au XVIe siècle. Mais après les guerres de religion qui opposèrent catholiques et protestants, les remparts furent définitivement démantelés et le village cessa d'être un enjeu militaire. C'est probablement ce qui explique l'excellent état de conservation de ces habitations qui semblent s'être figées dans le temps. Alors Virginie, on est ici dans la ruelle Saint-Amand. C'est ça, Audrey, tout à fait. Donc cette ruelle porte le nom d'un poète libertin du XVIIe. Et pour te donner une idée, c'est aussi la rue la plus fréquentée au Moyen-Âge. On va y retrouver tous les commerçants, le bourrelier, le tanneur. Et c'est vraiment la rue la plus importante de la ville. Ah oui, la rue principale. C'est ça, la rue principale, tout à fait. Ok. Ah ben voilà, cette fameuse maison bleue. Eh oui, la Maison Bleue, qui est donc en fait l'emblème de Gerberoy. C'est très certainement la plus peinte et la plus photographiée. Elle est du 17e, hein, tu vois, la date est inscrite dessus. 1691. C'est ça, ouais. Et c'est intéressant, elle a été occupée tour à tour par plusieurs artisans et c'était une maison qui est vraiment restée dans l'image de Gerberoy. Ouais. Un peu plus loin se trouve une autre maison, elle aussi emblématique de Gerberoy. Audrey, je vais te montrer une petite pépite de Gerberoy, un écrin de verdure. On la doit à un artiste qui a beaucoup compté dans l'histoire du village. Henri de Sudaner est donc le peintre de Gerberoy. On voit ici son portrait. Hein.
Tout à fait, le buste du peintre qui était post-impressionniste, qui s'est beaucoup inspiré de Gerberoy pour peindre ses toiles, mais il a aussi beaucoup fait sur le fleurissement de Gerberoy. Il est un peu à l'initiative de demander aux habitants de planter au moins 2 rosiers devant chaque habitation, et de ce fait, Gerberoy est devenue la ville des roses que l'on connaît aujourd'hui. D'accord. Et donc là, c'est la maison d'Henri Le Sidaner. C'est ça, Audrey, la maison qu'il va acquérir vers 1900. Et il va vouloir y créer des jardins en plusieurs thèmes. Et tu vois, donc là, c'est une première partie de jardin qu'il a créé, qu'il appelait donc le jardin blanc. On voit planter uniquement d'essences de couleur blanche. Et on va y voir fleurir tout au long des saisons des tulipes et des rosiers blancs également par la suite. Ouais, c'est toujours superbe. Et je pourrais épater mes amis avec tout ce que je sais maintenant. Si Audrey a voulu terminer la visite de Gerberoy par ses magnifiques jardins, c'est parce qu'elle tenait à nous montrer que le patrimoine isarien n'est pas seulement architectural. Le département de l'Oise est en grande partie rural et propose une infinité de parcours aux amateurs de randonnée en pleine nature. Or, Gerberoy se trouve justement aux portes du pays de Bray, un petit coin typique de la campagne locale que le guide Grégoire Coulon aime faire découvrir d'une façon pour le moins originale. Vas-y, monte Audrey, monte. Dis donc, quelle automobile! Ah, t'as vu? Ouais. C'est une vieille dame de 1960. Elle en jette, hein, ouais. Merci, c'est gentil. Allez, zou, c'est parti. Alors Audrey, partons découvrir ce pays de Bray. Allons-y, tranquillement. Tranquillement, en 2 chevaux, de toute façon, c'est toujours tranquille. Et on va prendre de la hauteur. Ah, la 2 chevaux vole? Non, on va monter Impec. et on va pouvoir observer le pays de Bray depuis un point d'observation qui est assez sympathique. Très bien. Alors pourquoi tu choisis tes petites balades en 2 chevaux, ouais? Déjà, je suis un amateur de véhicules anciens. Et après, dès que tu parles de véhicules anciens, assez rapidement, T'arrives à la 2 chevaux? t'arrives à la Doge. Parce que la Doge, c'est vraiment un marqueur de la France, quoi. Hein, je suis sûr que t'as une histoire, toi. T'as un lien avec la Doge. Oui, mes parents, je crois que c'est leur première voiture. C'est ça, la Doge. Dès que tu commences à parler, il y a toujours une 2 chevaux dans la famille. Il y a toujours une 2 chevaux dans la famille. Voilà, tiens. Tu vas voir par ici. C'était une bonne idée, cette Devant toi, la boutonnière du pays de Bray. Donc la boutonnière, c'est tout petit, c'est 10 km de large sur 80 km de long. C'est à cheval entre la Seine-Maritime d'un côté et l'Oise. Et comme tu peux voir, c'est une cuvette. Ouais. Et cette dépression, c'est l'érosion du bassin parisien qui a fait que l'argile est remontée à la surface. Et cette argile, c'est vraiment la richesse du pays de Bray, c'est cette terre. Alors, pays de Bray, ça veut dire quoi? Pays de brun, terrain humide, lieu boueux. Tu peux voir, aujourd'hui, on est un petit peu dans ces conditions, quoi. Donc l'humidité de la terre et aujourd'hui un peu l'humidité du ciel qui nous tombe un petit peu dessus. Mais c'est quand même joli. Hein. Pour mieux comprendre la spécificité de cette cuvette, il faut descendre tout au fond, là où le paysage se transforme. Les grandes prairies herbeuses y font place à une vaste zone marécageuse. Alors, voici les prairies humides du pays de Bray. C'est un site qui est classé Natura 2000. On est dans une des dépressions au des points le plus bas. Donc on a les ruissellements des petites collines qui vont descendre. Et du coup, se crée une faune et une flore bien spécifiques. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à la baie de Somme, enfin un paysage de bord de mer avec cette végétation. Ouais. Donc tu as les landes humides et acides. On a de l'ajonnin qu'on voit un peu là-bas, les petites fleurs jaunes là, qui sont là-bas. D'accord. Ici, on peut rien faire, on peut pas cultiver, il y a c'est trop humide. Trop d'eau. Donc on peut pas faire grand chose. Il y a quoi, de l'élevage un peu ou c'est le moins un peu de pâturage, c'est ça. Ouais. À côté de cette nature sauvage protégée, le pays de Bray offre bien d'autres surprises qui méritent elles aussi le détour. C'est pour en voir le maximum que Grégoire a eu l'idée de proposer cette visite découverte en 2 doches, qui lui permet, par exemple, de pousser jusqu'au charmant village de Saint-Germer-de-Fly. Et voilà Audrey, je t'avais promis un des joyaux du pays de Bray. Eh ben écoute, je suis déjà venue plusieurs fois, mais c'est vrai que jamais vraiment arrêté là. En plus là, on a le soleil, c'est vraiment beau quoi.
Alors, l'abbaye de Saint-Germer qui a été fondée par Saint-Germer, qui était un conseiller du roi d'Agobert. Le fameux qui a mis sa culotte à l'envers. C'est ça. Et donc là, devant toi, tu as l'abbaye, qui est plutôt dans un style roman, gothique, primitif. Ouais. Et derrière moi, un des joyaux du Pays de Bray, la Sainte-Chapelle, qui est de style gothique rayonnant, et qui a une rosace et des vitraux exceptionnels. Et on a une lumière qui pénètre le bâtiment, c'est assez remarquable. Ouais. À moi qui avais plutôt l'habitude de passer un peu plus tôt dans le village et sans m'y arrêter, mais là c'est vrai que ça donne envie de prolonger un peu la promenade et puis de s'y arrêter un petit peu plus longuement. Hein. C'est vraiment très beau. Comme en témoigne cette étonnante abbaye perdue en pleine campagne, l'Oise possède l'un des plus fabuleux patrimoines architecturaux religieux de France. Le département est même surnommé la terre des cathédrales, puisque c'est ici que l'art gothique s'est épanoui à partir du XIe siècle, d'abord à Noyon, puis à Senlis, et bien sûr à Beauvais. Notre-Dame de Beauvais est justement la cathédrale préférée d'Audrey. Avec son impressionnante structure en dentelle de pierre, le monument est la quintessence du gothique flamboyant. Ici, les bâtisseurs de cathédrales ont repoussé les lois de la pesanteur jusqu'à leurs extrêmes limites, comme va le lui révéler l'architecte des bâtiments de France, Jean-Lucien Guénoun. Jean-Lucien, on y va? On va Oui. découvrir notre belle cathédrale, je crois. Hein. Je passe tous les jours devant cette cathédrale et tous les jours, je la trouve différente avec la lumière. Oui, c'est vrai que la cathédrale de Beauvais est un édifice exceptionnel et que la lumière la met encore plus en valeur. Ce que l'on voit ici, en fait, c'est devant nous le transept qui a achevé la construction à la Renaissance, mais dans le style gothique flamboyant. Et on voit qu'il est accolé ici au chœur, dans un style plus sobre, le chœur du XIIIe siècle. La construction s'est arrêtée au chœur parce qu'il y a eu un effondrement en 1284. Et je crois qu'il y a eu un second effondrement quelques siècles plus tard. Oui, toujours cette idée de quête de la hauteur. Donc on décide à ce moment-là de créer une tour-lanterne et une flèche qui culmine à plus de 150 mètres de hauteur, donc plus haut que celle de la cathédrale de Strasbourg. C'est vraiment la flèche la plus haute de la chrétienté. Et cette flèche, malheureusement, ne résiste pas très longtemps. Elle s'effondre en 1573, soit 3 ans après sa construction. À cause de ces deux catastrophes, la cathédrale de Beauvais ne sera jamais terminée. Et pourtant, malgré ce handicap, elle demeure sans conteste l'un des témoignages les plus aboutis de l'art gothique et de la philosophie qui animait ses bâtisseurs. Ce que l'on peut voir dans la cathédrale de Beauvais, ce sont ces grands ensembles de vitraux. Donc là, la lumière doit pénétrer dans l'édifice. La lumière divine doit pénétrer dans l'édifice. C'est une cage de verre, en fait. Hein. On est dans l'architecture gothique où on retrouve la spiritualité de la lumière, par opposition à l'architecture romane. Donc ici, on voit bien les vitraux qui démarrent depuis le sol jusqu'à la voûte. Avec ces très grandes fenêtres hautes. Hein, qui ressemblent un peu à de la dentelle, quoi. Ça a l'air fragile. Et... pour information, les fenêtres hautes, depuis le triforium jusqu'à la voûte, on a 25 mètres de hauteur. C'est-à-dire qu'on a un immeuble de 8 étages qui tiendrait dans seulement la moitié haute de la cathédrale. Donc des vitraux qui font la hauteur d'un grand immeuble parisien. Oui. Voilà. Pour comprendre comment une telle prouesse a pu être possible, il faut monter une centaine de marches et se rendre sur les toits de l'édifice. C'est ici que l'on peut admirer les innovations techniques sans lesquelles cette cathédrale n'aurait pu voir le jour. Cette vue d'ici de la ville de Beauvais et de la cathédrale, je peux dire que là, c'est tout à fait étonnant. On voit très bien le système constructif de la cathédrale, avec donc tous ces tirants métalliques en fait, qui relient entre elles les piles de contreforts et d'arcs-boutants, et qui permettent en fait de stabiliser la cathédrale, puisqu'à un moment donné on les a enlevés, mais on s'est aperçu qu'il fallait vraiment les remettre parce que c'était très important pour la stabilité, notamment avec les poussées du vent. Sans ce mariage du fer et de la pierre, les bâtisseurs n'auraient jamais pu monter si haut, ni créer des ouvertures aussi gigantesques pour accueillir les vitraux. Et ce n'est pas la seule merveille de Notre-Dame de Beauvais. Avant de repartir, Audrey veut nous montrer l'incroyable horloge astronomique de la cathédrale, chef-d'œuvre du XIXe siècle qui ne compte pas moins de 52 cadrans, 68 automates et 84 statuettes pour indiquer les saisons, les marées
et même les éclipses. Un bijou qu'entretient avec amour l'horloger Jean-Paul Crabbe. Ouh là là. Et alors, à quelle époque elle a été construite? Eh bien, elle a été construite en 1865 par un enfant du pays qui s'appelait Auguste Lucien Vérité. Venez voir, prenez du recul, parce qu'elle fait 12 mètres de haut, 5,50 mètres de large et 3,50 mètres en profondeur. C'est de l'ordre du Guinness Book. Cette horloge, elle a, ce qui est aussi complètement exceptionnel, 16 blocs moteurs, 16 poids, des poids jusqu'à 60 kg. C'est énorme pour une horloge. Et la majorité des poids se remontent tous les 4 jours. Sauf un poids qui donne les déclenchements toutes les années. Et donc, ce poids se remonte une fois par siècle. Voilà pourquoi c'est pas toujours la même personne qui le remonte. Si on regarde le cocktail quantité de cadran, quantité d'automates, chronométrie, j'en connais pas une plus performante. D'accord. L'horloge astronomique de Beauvais fut donc réalisée sous le Second Empire, une époque marquée par la volonté de Napoléon III de faire rayonner le savoir-faire des artisans et des architectes français dans le monde entier. L'Oise a largement profité du formidable renouveau artistique qui en a découlé, comme le prouve la prochaine étape de notre escapade isarienne. Situé dans le nord-est du département, voici le village de Pierrefonds, dominé par son imposant château fortifié. Un curieux édifice qui semble à cheval sur 2 époques, entre bastion du Moyen-Âge et demeure de charme du XIXe siècle. Un style inimitable qui lui vaut parfois d'être surnommé le château de la Belle au Bois dormant. Et c'est avec Guillaume Fournier, un enfant du pays féru d'histoire, que nous allons le découvrir. Guillaume est si fier de son village de Pierrefonds qu'il ne cesse d'en faire la promotion sur les réseaux sociaux. C'est vraiment passionnant de se promener, quoi. On se projette tout de suite dans l'histoire en faisant quelques pas, hein. Dans le moindre village aux alentours, voilà, il y a matière à rêver, quoi. Guillaume a eu le privilège d'être guide au sein du château. Mais il ne s'en lasse toujours pas et pourrait y passer des heures en compagnie des autres guides pour évoquer son histoire. Cette fois-ci, c'est aux connaissances de son ami historien Arnaud Timbert qu'il va se mesurer. Bon, ça va, tu t'es pas perdu? Ah non, pas du tout, en passant par la forêt, c'était merveilleux. Et dire qu'il fut un temps où c'était plus qu'un tas de ruines, presque. Ah, il faut remercier Richelieu de l'avoir détruit, sinon Viollet-le-Duc ne l'aurait pas reconstruit tel qu'il est en 1857. C'est vrai, oui. Il a recréé les choses, il a mis beaucoup de son imagination aussi, tout du moins il a projeté beaucoup de ce que le 19e siècle imaginait être du Moyen-Âge. C'est vrai, quand on arrive ici, on croirait un château de conte de fées. Hein. C'est une architecture pour jouer, c'est une architecture de cour. C'est un peu ça. Ouais. C'est pas destiné à être habité en définitive. Si le château renaît en 1857, c'est donc grâce à lui, Eugène Viollet-le-Duc, l'un des architectes français les plus célèbres de cette époque, à qui l'on doit de très nombreuses restaurations de monuments médiévaux. Souhaitant se faire construire un château d'apparat inégalable, Napoléon III et sa femme Eugénie hésitaient entre 2 sites en ruine. La légende raconte que celui de Pierrefonds fut tiré au sort par l'impératrice elle-même. Et c'est ainsi que Viollet-le-Duc eut carte blanche pour restaurer le bâtiment tout en le remaniant largement. La cour d'honneur reflète parfaitement son désir de s'inspirer du passé pour mieux le réinventer. Cette cour est toujours aussi impressionnante. Elle est impressionnante, c'est vrai, tellement elle est en contraste avec l'extérieur, mais surtout, elle est pédagogique parce que tu as le donjon du Seigneur, l'église du prêtre et l'hôtel de ville du pouvoir communal. C'est-à-dire dans une cour de château réunie une place de village. On a ici un livre d'histoire. On voit ici le travail impressionnant de l'architecte. On imagine la quantité de dessins incroyables qu'il a dû faire pour... Des centaines de dessins. Il ne laisse rien au hasard, c'est-à-dire que Viollet-le-Duc dessine tout, le moindre détail, de l'ensemble jusqu'au bouton de porte. Lorsqu'on vient à Pierrefonds, on ne vient pas dans un château du 19e siècle, on entre dans l'âme de Viollet-le-Duc. C'est ça. C'est sans doute l'un de ses plus beaux chefs-d'œuvre.
c'est son chef-d'œuvre. C'est son chef-d'œuvre, oui. Un chef-d'œuvre que Viollet-le-Duc voulait romantique, propice aux rêves et à la création. Mais Pierrefonds devait aussi impressionner les hôtes de l'empereur. De ce point de vue, la pièce la plus étonnante est sans conteste l'ancienne salle d'armes. La salle des Preuses, à cette heure-là, avec cette lumière-là, c'est un éblouissement. Ouais, c'est toujours aussi impressionnant, cette grande salle qui est la plus grande salle du château, et la plus achevée. La plus achevée et puis la plus lumineuse, c'est-à-dire totalement peinte. C'est ce qui lui donne cette tonalité très douce, avec ces jaunes très sobres. C'était la salle d'armes de l'empereur, sa collection particulière, qui est aujourd'hui aux Invalides. Ah oui. Ces statues de femmes qui trônent sur la sublime cheminée ont donné son nom à la pièce. Au Moyen-Âge, on les appelait les preuses, car ce sont elles que les preux chevaliers servaient. Mais en réalité, les visages de ces dames sont tous contemporains de Viollet-le-Duc, qui a souhaité rendre hommage à ses mécènes. Au centre, l'impératrice. L'impératrice Eugénie, oui. Et de part et d'autre, les dames d'honneur de l'impératrice. C'est ça. Et donc chacune d'entre elles a une couronne sur la tête. Sauf une. Sauf la dernière, oui. Qui n'était pas noble, Madame Carrette. Pour terminer cette visite, Guillaume a demandé une faveur exceptionnelle à son ami Arnaud. Grimper jusqu'au sommet de l'une des tours de défense du château dont l'accès est interdit au public. Un privilège réservé aux employés du site les plus courageux, car l'escalier compte près de 400 marches. Voilà, regarde. Ça vaut la peine. Ah oui. Quelle vue. Oh, ça faisait longtemps que j'étais pas monté ici, mais alors à chaque fois la vue, on s'en prend plein les yeux. C'est vraiment spectaculaire. Château domine totalement la forêt. Et ce soleil, c'est superbe. On voit super loin. Cette vue fantastique sur le village de Pierrefonds et ses environs est évidemment un appel à la promenade. Et ce n'est pas un hasard si les visiteurs qui viennent ici demandent souvent une bonne adresse où se restaurer avant d'aller faire le tour de l'étang, par exemple. Or, les bonnes tables ne manquent pas aux alentours. Mais lorsqu'il était guide, Guillaume recommandait souvent une petite auberge qui se trouve au cœur du village. Son chef, Loïc Delacour, y prépare comme personne une recette toute simple, la ficelle picarde, aujourd'hui considérée comme l'emblème culinaire de toute la région. On va commencer par le tablier. Ah oui. Tout chef qui se respecte met le tablier. Oui, on est un petit peu obligé. Attends, faut le coup de main. Donc, est-ce que tu connais l'histoire de la ficelle picarde? Non, je la connais pas, mais tu vas me raconter. Donc la ficelle picarde, elle date de 1950. D'accord, ça a été c'est créé récent. par Marcel Lefebvre. C'était une recette créée pour les notables de la ville. D'accord. Tout Et simplement. avec des produits pourtant relativement simples, on trouve tous ces produits-là un peu partout, j'ai l'impression. Des produits relativement simples, du Ouais. jambon blanc, des échalotes, tous ces produits-là, c'est une recette très simple à réaliser. Donc on va commencer par émincer les champignons. Bah allons-y. À toi de jouer. D'accord, on y va. C'est pas évident, hein? C'est pas évident, mais t'es bien parti. Tu crois? Parce que je me débrouille bien là, le bout de viande qui dépasse, c'est pas grave ça? C'est parfait. Ah, c'est mon doigt. Tu débutes? Ouais, bah. Allez, je vais finir. Allez, vas-y. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu as mis cette recette à ta carte? Quand j'étais enfant, ma mamie Colette me faisait des ficelles picardes. D'accord. Et de ce petit goût en bouche que t'as quand t'es gamin, ça te marque. T'avais envie de partager ça Et j'ai envie de partager ça avec ma clientèle. avec ta clientèle. D'accord, Voilà. très Et bien. c'est pour ça que je l'ai mis à mon menu terroir. Ok. Voilà. Allez, c'est parti. Ce qu'on appelle la ficelle, c'est la pâte à crêpes qui va enrouler tous les ingrédients de la recette pour mieux les cuire au four. Pour monter la ficelle picarde, il nous faut quoi? La crêpe, le jambon Belle blanc et la duxelle de champignons que tu as parfaitement Oui. réussi. Oui, bah oui, forcément. C'est super simple en fait. C'est très la simple. recette. Et maintenant, tu roules. J'ai plus qu'à rouler. Allons-y. Tu serres Hop, bien fort. comme ça. Bon, et la prochaine étape, c'est quoi? Dessus, on va y ajouter la crème épaisse, l'emmental, D'accord. la passer au four pour la faire gratiner. Elles sont pas jouées, ficelle picarde? Allez, Guillaume. Ah ouais. Superbe. En plus, la première fois que je suis venu manger ta ficelle picarde, c'était précisément ici. Et ben voilà, parfait. Eh, Je te souhaite un bon appétit. merci.
Super Excellent. bon. Hein. Excellent, oui. Pas d'autres mots. On parle pas à bouche pleine, mais quand c'est bon, il faut le dire. Merci. Une fois restauré, place à la promenade pour explorer les environs. Et ce ne sont pas les destinations qui manquent. Mais celle que nous recommande Guillaume, c'est le très joli village fortifié de Saint-Jean-au-Bois, niché au cœur de la forêt de Compiègne, à seulement quelques kilomètres de Pierrefonds. Une perle du XIIIe siècle, dont son amie guide, Blandine Guénaud, connaît l'histoire sur le bout des doigts. Tu sais que ça fait des centaines de fois que je passe ici et j'ai pas grand-chose à dire sur cette porte fortifiée. Moi, les seules choses que je sais, puisque je m'intéresse à Pierrefonds, c'est que la dernière des seigneurs de Pierrefonds, Agathe. voilà, Agathe c'est ça, de Pierrefonds. a passé ses derniers jours ici et est décédée ici. Pierrefonds, c'était un château fort. Et ici, comme il y avait une abbaye de femmes, elles étaient aussi protégées par des murs et par une enceinte. Et là, c'est la porte fortifiée. On voit encore les consoles, ces pierres qui dépassent. Elles tenaient un chemin de ronde. Et entre chaque pierre, il y avait un mâchicoulis pour protéger la porte. Cette porte date à peu près de quelle époque alors ? Elle doit dater du XIIIe siècle. La plupart des bâtiments de cette abbaye, fondée par la reine Adélaïde en 1152, ont aujourd'hui disparu. Mais il reste l'imposante église abbatiale, dont les dimensions prouvent que le village fut longtemps un site de premier plan de la France chrétienne. Toujours aussi impressionnant cette abbaye, en plein milieu de Saint-Jean, là, un bâtiment presque colossal hein, par rapport au village. C'est tout à fait normal. L'abbaye avait de gros revenus et les religieuses ont pu faire D'où construire... l'immensité de ce bâtiment. Ah oui, c'est une fondation royale. Oui. C'est une abbatiale qui est remarquable par sa beauté, son élégance, sa simplicité. C'est admirable, c'est merveilleux, c'est le début du gothique. J'adore venir ici, admirer ces petites maisons là, qui sont très jolies. Est-ce que ça date vraiment de l'époque de la construction de l'abbaye ou c'est plus récent ? Non, pas vraiment. Pas du temps des religieuses. Les religieuses, au début du XVIIe siècle, elles sont parties parce qu'il y avait beaucoup de troubles et ce sont les moines qui se sont installés ici. Et les religieuses ont eu raison puisque l'abbaye a été pillée par les soldats. Ce terrible saccage se produit en 1652 sous le règne de Louis XIV. L'abbaye ne s'en relèvera pas et les moines construiront alors ces minuscules maisons pour continuer à vivre sur place. C'était des gens qui étaient très pauvres, hein. Une pièce ou deux en bas et puis au-dessus un grenier pour stocker les aliments, les vivres. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que c'est puisque ça reste des petites maisons ? Maintenant, presque essentiellement, ce sont des résidences principales. C'est très agréable de vivre dans un tel cadre, au milieu de la forêt, la nature. Au-delà de ces châteaux et de ces villages médiévaux, l'Oise est aussi une terre d'histoire contemporaine. Et s'il est un lieu qui peut encore en témoigner aujourd'hui, c'est bien la forêt de Compiègne qui entoure Saint-Jean-au-Bois. Car c'est ici que se trouve la fameuse clairière où fut signé l'armistice du 11 novembre 1918 entre la France et l'Allemagne. Le site accueille un vaste mémorial où travaille Jean Michel, un guide passionné par l'histoire de la Première Guerre mondiale. On est vraiment isolé là, par rapport au village le plus proche qui est Rotonde. Pourquoi un tel lieu, en plein milieu de la forêt ? Oui, Rotonde, 3 km, Compiègne, 6 km. Ouais. Eh bien, tout simplement, le maréchal Foch ne veut pas exposer les Allemands à des représailles physiques ou verbales. C'est pourquoi il choisit le calme, le silence, la discrétion de cette forêt de Compiègne majestueuse. D'accord. Donc la clairière ici n'existait pas ? Non, c'est c'était ça, la forêt, c'était comme juste tu en as tout autour. Une voie ferrée. Voilà. Au bout de l'allée de la Victoire, les deux amis débouchent sur la clairière dominée par la statue du maréchal Foch. Et la grosse dalle au milieu, qu'est-ce que c'est ? Alors la grande dalle, eh bien, c'est la dalle sacrée. Ouais. Elle, c'est un symbole à elle-même. C'est l'orgueil de l'Empire allemand qui était censé ne plus bouger sous cette dalle de 400 tonnes. D'accord. Dessus, il y a une phrase très méchante pour les Allemands de l'époque. Cette phrase dit ceci. Ici, le 11 novembre 1918, succomba le criminel orgueil de l'Empire allemand
vaincu par les peuples libres qu'il prétendait asservir. Alors tu te doutes bien qu'à l'énoncé de cette phrase, de l'autre côté du Rhin... Ça plaisait pas forcément. La Deuxième Guerre mondiale va germer. D'accord. Et c'est d'ailleurs pour laver cet affront que 22 ans plus tard, Hitler exigera d'entériner ici même la défaite de l'armée française. Une tragédie en 2 actes qui s'est déroulée dans ce wagon devenu mythique. Ah oui, c'est impressionnant. D'un côté, on avait les Alliés, par sur ici, la table, et de ici, l'autre côté, les Allemands. Ils sont venus demander l'armistice et le maréchal Foch les reçoit. Et quelques décennies plus tard, le processus sera inversé par Adolf Hitler, mais ça se passera en 1940. Il y a des objets qui sont de l'époque du premier wagon ici ou Tout ce que tu vois à l'intérieur est d'origine. D'origine. Ça a été caché à Compiègne avant l'arrivée des Allemands en 1940. Et il n'y a que le wagon, malheureusement, qui n'est pas d'origine. Qui n'est pas d'origine, d'accord. Mais c'est exactement le même. D'accord. Après le second armistice du 17 juin 1940, les Français comprennent qu'Hitler a décidé d'emporter ce wagon à Berlin pour l'y exposer comme trophée de sa victoire. C'est ce qui explique que le mobilier soit d'origine, alors que le wagon, lui, a été complètement détruit par le feu à Berlin. Une fois la guerre terminée, les Français ont donc retrouvé un wagon identique pour y replacer le mobilier qu'ils avaient caché. En tout cas, c'est impressionnant d'être ici, vraiment impressionnant d'être au cœur de l'histoire de l'Oise et puis finalement de l'histoire de France, quoi. Du Moyen-Âge à nos jours, l'Oise est donc un département profondément marqué par l'histoire de France. Village ravissant, architecture majestueuse et superbes décors naturels, tels sont les ingrédients qui feront de votre découverte de l'Oise un voyage mémorable.